Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi. On a fait un live ensemble, le live de 12h30 disponible en replay sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. On commence un nouveau mois, historiquement plutôt positif, plutôt bon, on va en parler ensemble dans cette vidéo. On a une très belle clôture aussi en weekly, on est content de l'observer, et en mensuel, bah, c'est complètement neutre, hein, ça reste une bougie de contrôle. On pose souvent la question, Hermès, ce serait quoi l'idéal pour avoir une clôture en mensuel? Alors je vous le dis, je vous le redis, une clôture idéale pour reprendre le momentum, c'est très simple, hein, c'est au-dessus des 32 000 $. Si on clôture une bougie en mensuel au-dessus des 32 000 $, bah, ce sera plutôt très positif. Actuellement, bah, on n'y est pas. Donc pour les timeframes en mensuel, on est toujours dans une phase de consolidation, une phase de contraction. Certains y verront des diamants, certains y verront des distributions, certains y verront de la réaccumulation. Choisissez votre camp, allez chercher les extrêmes et pourquoi pas les jouer. Il y a pas mal de petites news qui sont extrêmement intéressantes par rapport à un blog d'ailleurs qui a été validé par Riot et finalement qui était invalidé. On va en parler ensemble. À quel point c'est difficile de pouvoir jouer ces news-là, surtout qu'il n'y a quasiment aucun impact sur le cours du Bitcoin. On parlerait également du shutdown des États-Unis, évité à 3 heures ou 2 heures près. Les Américains adorent faire ça. C'est vraiment un film hollywoodien, on va en parler dans cette vidéo. Peut-être au détriment de l'Ukraine, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Il y a pas mal de choses qui se passent sur ce Discord et notamment une académie. Si vous voulez faire des lives, monter d'un niveau supérieur, vous avez ici un site, directement le lien sur la description. N'hésitez pas à aller le découvrir. On passe du temps ensemble, on va travailler d'ailleurs tout à l'heure sur la psychologie et le mindset. Vous avez le planning juste ici. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez aller un peu plus loin dans votre investissement, dans votre représentation des marchés et dans votre psychologie. C'est l'objectif de l'Académie des Rois. Vous êtes plus de 150 à l'avoir rejoint depuis début septembre. Pas mal d'order flow qui nous ont proposé aujourd'hui par José. Merci beaucoup pour ces nombreux partages. On était en train d'essayer de schématiser, de scénariser une forme d'incitation à l'achat ou à la vente. Bon, bah, finalement, les 25 000 $ ont tenu. Premier arrêt, pas de news réellement catalysante. Gary Gensler qui est plutôt attentiste. Il a d'ailleurs repoussé de plusieurs semaines, encore une fois, la validation potentielle des ETF au comptant. On va d'ailleurs en parler dans cette vidéo. Et on voit quelque chose d'extrêmement intéressant, bah, ce sont les verts, qui commencent à reprendre, entre guillemets, du poil et de la force, du poil de la bête. Clairement une incitation à l'achat personnellement, je pense qu'on est juste parti chercher de la liquidité vendeuse ici, et puis on fait de l'incitation potentiellement sur les milieux de range, là où c'est le pire à investir, voire aller chercher des hauts de range, dans l'attente d'un breakout aussi, dans l'attente d'une magnifique news, et si elle ne vient pas, bah, l'objectif qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de vendre des hauts de range pour repartir en bas. Néanmoins c'est plutôt positif, pourquoi? Puisque si on passe ici en daily, on voit des choses extrêmement intéressantes. On va regarder quelques petites trendlines. Vous aviez ici une trendline baissière. On avait travaillé ici, c'était vraiment vendredi, jeudi, vendredi, samedi, boum! Le dimanche en breakout, on vient chercher la seconde et on tente ici de continuer l'accélération pour aller dégommer. Un petit peu de bear à découvert, donc c'est plutôt positif, plutôt intéressant de l'observer. On avait ces petits biseaux ascendants, on réintègre en fait le range précédent, on fait des espèces de petites structures très intéressantes. Bas de range, haut de range, au niveau des volumes, nous y sommes, sur les 28 000 $, c'est là où il y a la plus grosse confluence de volume au niveau de ce range ici, entre les 25 000 et 32 000 $. Vous avez donc ici 80% de chance d'aller visiter le haut du range si on maintient la clôture, tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant d'observer. Côté weekly, on l'avait vu ensemble, bull, bear, 26 840 $. Ce serait plutôt bull. Et si on venait à casser les 25 400 $, ce serait plutôt bear. Par rapport à cette bougie de contrôle ici, bon, on l'a brisé, clôturé, émotion, confirmation, acceptation, potentiellement pullback. Et on attendra l'accélération. Vous avez un déséquilibre de marché. Beaucoup de personnes prendront des profits à partir de maintenant. Jusqu'aux 29 000 $, ceux qui ont tout simplement acheté des moyennes mobiles, 50 périodes en mensuel, ceux qui ont acheté des bas de nuages, ceux qui ont acheté le bas du range, ceux qui ont acheté ce que vous voulez. D'ailleurs, en parlant d'Ishimoku Kinkoyo, ça va peut-être bloquer ici. Pourquoi? Parce que en fait, on arrive sur la King June, ici, en weekly, juste ici, en hebdomadaire, on est sur la King June. Si on venait à la dépasser, si on venait à la clôturer, plutôt positif, même si on est plutôt neutre ici, toujours dans le nuage, on viendrait chercher le déséquilibre de marché, des profits seront pris, peut-être une relance au niveau des vendeurs à découvert qui voudront peut-être appuyer tout simplement un tout petit peu trop fort, ce qui permet en fait d'avoir des petits excès. Certains diront on est dans une 2, potentiellement une 3, une 4 et une 5 pour aller chercher ce haut de range. Pourquoi pas la petite boîte de Pandore ici et la target d'Hermès des 33 000 $.
On peut l'attendre patiemment, hein, soyez patient, je vous le dis souvent, la meilleure chose à faire parfois c'est strictement de rien faire. Surtout qu'on va chercher les bears d'un côté, on va chercher les boules de l'autre et on ira probablement rechercher les bears et puis les boules tout à l'heure, c'est complètement possible. C'est à peu près comme ça que le marché se déplace, hein, s'exalte finalement, de poche de liquidité en poche de liquidité, en liquidation, de liquidation en liquidation. Si on venait à casser ici et clôturer au-dessus de la Kinjun, en hebdomadaire, ça nous donnerait quoi? Potentiellement des ratios de 1 pour 1. C'est ça qu'il faut regarder en fait. Et ces ratios de 1 pour 1, si vous mettez en fait la présente structure juste ici, par rapport au bottom provisoire, hein, par rapport à ce premier arrêt, on va chercher les ratios de 1 pour 1. Plutôt pertinent, on vient d'aller chercher les 32 000 $, simplement. Voilà, c'est plutôt des ratios institutionnels. Donc on peut aller les chercher, c'est pas complètement possible, mais c'est pas forcément un super risque management. Généralement, les trades les plus rentables, si vous voulez, les plus pertinents, sont généralement les positions les plus ardues. Et les plus ardues, c'était d'aller acheter les 25 000 $. Ça, c'était relativement ardu émotionnellement. Et d'ailleurs, on le sait qu'on a piégé beaucoup de bears qui s'étaient positionnés juste en dessous des 25 000 $ ou sous les 25 000 $. C'était très intéressant. Et maintenant, on est tout simplement en train de les liquider. Je reprends mon souffle. Et derrière, on va côté Cognalise. Cognalise, les open interest sont plutôt maintenus. On reste quand même sur une forme de neutralité relativement haute au niveau des open interest. Il n'y a pas réellement de cassage de liquidité. On a plus de 6 milliards de dollars. On était descendu un petit peu en dessous des 5 milliards, mais on est sur les 5 et 6 milliards. Il y a beaucoup en fait d'open interest qui sont actuellement sur des leviers peut-être x1, x1,1, x1,2. Pour les liquider, il faudra vraiment aller chercher en dessous des 17 000, en dessous des 16 000, voire en dessous des 14 000 $. Donc, est-ce qu'il faut vraiment, entre guillemets, le regarder? Oui, Cognalise, en fait, c'est une succession au niveau de l'order flow, d'indicateurs qui sont très intéressants par rapport au mouvement des flux, au mouvement capitaux et des flux. Donc, je vous l'avais dit il y a quelques jours, peut-être semaines, on se retrouve exactement ici, en fait. Vous vous rappelez que je vous avais parlé du 17, 18, 19, 20 juin. Alors, on ne peut pas le timer, entre guillemets, à l'horaire près, c'est pas possible. Mais dans la configuration, finalement, chartiste par rapport à l'order flow, on était exactement là-dedans. Des open interest qui continuent à s'apprécier. Juste ici, c'est plutôt les retail et les comptes qui continuent, entre guillemets, à vendre et à s'affaiblir, finalement, à se désintéresser, à se désolidariser de leur position. Et vous avez ici, en fait, les top traders qui continuent, entre guillemets, à maintenir un petit peu ce cours. Les open interest augmentent, vous avez le ratio long-short plutôt en faveur des acheteurs ici, vous avez toujours les spreads en négatif et vous avez en fait une espèce de latéralisation, vous voyez une augmentation ici au niveau des CVD sur les contrats futurs. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici, donc même juste avant ici, ça se passait clairement là. Je me dis, est-ce que c'est vraiment différent? On va faire exactement la même chose et on peut très bien accélérer. Peut-être que nous sommes en train de le vivre tout simplement. Peut-être qu'on va faire l'accélération pour aller nous télescoper en haut du range. Mais encore une fois, pas de breakout, pas de direction, pas d'émotion. Hein, c'est juste bas de range, haut de range et on peut rester pendant quelques temps sans aucun problème jusqu'à temps qu'on ait des catalyseurs. En parlant de catalyseurs, puisque légèrement on l'a dit, on fait des news, des actus, des FUD et des rumeurs. Moi je trouvais ça intéressant, il y a toujours 3 choses que je regarde le plus sur les marchés financiers, puisqu'on rentre de plus en plus dans un marché administré par les États et par les banques centrales. Et je regarde 3 choses. 1, c'est l'emploi. 2, c'est le CPI. 3, c'est la croissance. Voilà, donc quand vous avez une croissance entre guillemets structurelle, il n'y a pas vraiment de raison de pouvoir remettre en fait à défaut les perspectives de croissance des entreprises et les perspectives de bénéfices. Sachant que vous avez de plus en plus d'informations comme quoi, au niveau des pétrolières, ils ont doublé leurs bénéfices en l'espace de 3 ans. Si vous regardez du côté de la tech, ils ont augmenté leurs bénéfices depuis le crack Covid 2019, etc., etc., etc. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Or, si on regarde d'un point de vue macro plutôt retail, vis-à-vis de la contraction de l'emprunt, vis-à-vis de la raréfication de l'argent, vis-à-vis de ça c'est plutôt en fait des prémices de récession. En fait, on peut continuer comme ça pendant relativement longtemps, puisqu'on avait déjà ces perspectives qui avaient déjà émergé aux alentours de 2006, c'était mi-2006, fin 2006, et ça a continué jusqu'au crack Covid, la chute des subprimes, et on revoit tout à la baisse, et les estimations de bénéfices, et c'est le cataclysme financier. Donc généralement on le subit, mais la psychologie doit être plutôt bonne. Donc d'un point de vue, en fait, si vous voulez, côté entreprise, plutôt résilient. Côté retail, on le sait que c'est difficile. Mais ça peut durer, en fait, relativement longtemps. Alors longtemps, c'est pas 20 ans, mais ça peut continuer comme ça pendant, en tout cas, quelques mois, tout simplement. C'est au moment où, en fait, il y a une prise de conscience, peut-être un tout petit peu trop exagérée vis-à-vis des marchés, qui vont probablement devoir le pricer,
Et c'est pour ça qu'on a des très grosses drawdowns, ou soit à la hausse, soit à la baisse d'ailleurs, hein, c'est toujours la même chose, et qu'on a des décalages de prix. Pour l'instant, rien ne l'indique, puisque les perspectives de croissance sont plutôt soutenues. Donc on va aller faire ces indicateurs. D'ailleurs, vendredi, vous avez le taux de chômage, c'est quelque chose que je regarde avec la plus grande attention. Le premier, c'était ici, au niveau du PIB. Augmentation, prévisionnelle 2,1, dans le consensus 2,1. La croissance est bonne aux États-Unis, au-dessus des 2. C'est le rêve de tous les Européens, j'ai envie de vous dire. On continue. Ici, avec le CPE Core en décroissance. On avait fait un petit rebond ici sur le mois d'août, ou sur le mois de septembre, mois d'août, je sais plus. Ouais, mois d'août. Donc on le sait qu'il y a toujours des petits rebonds. On l'avait regardé précédemment, mois d'août, mois de septembre. Parfois, il y a un petit décalage à la hausse. Mais ça ne veut pas dire en fait que ça y est, ça repart et on va repartir dans la stratosphère. C'est pas forcément ça. Elle reste maîtrisée aujourd'hui. Et clairement, le consensus au niveau des prévisions était bonne, 3,9, 3,9. Donc on continue à décrocher dans une forme d'escalier descendant. Donc ça ne fait pas que baisser comme ça ne fait pas que monter. Donc c'est une forme d'escalier, tout simplement. Plutôt positif à observer. Côté chômage, le consensus repart à la baisse, puisqu'on a une estimation à 3,7, précédemment 3,8. À partir de 4,1, rappelez-vous, vous l'avez noté quelque part. C'est Jérôme Powell, c'est 4,1 Jérôme Powell. Avant ça, je m'en occupe pas. Après ça, je le regarde, tout simplement. Bon, j'espère que je vous aide par rapport à ça. On se fait quelques petites news parce qu'elles sont plutôt bonnes, les news jusqu'à preuve du contraire. Aux États-Unis, après un vote du Sénat, le shutdown évité à 3 heures près. C'était le 1er octobre, c'était vraiment dans la nuit. Ils ont réussi à trouver un accord avec les sénateurs républicains, on est très content de ça. Le texte a été approuvé, sauf la nouvelle aide aux Ukrainiens. Voilà, donc grosso modo, je vous le résume, pour les républicains, et notamment pour les trumpistes, si vous voulez, il faut arrêter d'envoyer du pognon aux Ukrainiens, on a suffisamment de problèmes à nos frontières, notamment dans la gestion de l'immigration, avec la côté sud, etc. Bon, il faut comprendre quelque chose de très important, les Ukrainiens s'occupent d'abord, les Américains, pardon, lapsus, les Américains s'occupent d'abord des Américains. Tout pour les États-Unis. Et on l'a vu dans pas mal de news tout au long de l'année 2023, c'est que Joe Biden a fait bien plus pour l'ensemble des Américains que tous les autres présidents. Et ça va probablement continuer. Le prochain fera encore plus pour les Américains et les Américains d'abord, que vous soyez démocrate ou que vous soyez républicain. Les États-Unis d'abord. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'il lâche l'affaire. Biden maintient la pression sur l'aide ukrainienne, mais clairement, ça a été, entre guillemets, évincé de l'accord. Donc peut-être que partie remise, trouver d'autres financements, trouver d'autres compromis. Ça reste de la politique, mais actuellement, ils ont réussi. Et c'est toujours très intéressant, puisque comme c'est très politisé, que c'est très, comme on dit ça au niveau du conflit en Ukraine vis-à-vis de la Russie, c'est au cœur, entre guillemets, de l'actualité, si vous voulez. C'est quelque chose de très chaud. Et en fait, le fait de taper dessus, alors qu'ils auraient pu taper sur plein d'autres choses, ça permet en fait d'envoyer des messages extrêmement forts, tout simplement. Et c'est typiquement américain, bien entendu. Ça, vous avez quelque chose aussi de très intéressant. Quelle est la prochaine deadline pour la décision de la SEC pour les ETF Bitcoin? Pourquoi? Parce qu'on a vu que fin de semaine dernière, Gary Gensler avait repoussé une nouvelle fois les échéances, sans attendre en fait les réelles échéances de mi-octobre. Donc il a directement demandé... On les repousse de 15 jours, on les repousse au 10 janvier, on les repousse machin, je fais ce que je veux, c'est moi le patron. Ok, très bien. Donc maintenant, on va regarder d'un point de vue structurel, et peut-être que vous voyez quelque chose qui est relativement intéressant. Le premier, c'est ARK 21 Shares Bitcoin, le 10 janvier. Ensuite, vous avez InShare Bitcoin Trust de BlackRock. Après, vous avez Peakwise avec VNEC, vous avez Fidelity, Valkyrie, Globalix, etc. Et vous voyez en fait qu'ils se retrouvent tous en fait au niveau du mois de janvier. Et la dernière deadline... par rapport à ARK 21, c'est le 10 janvier. Est-ce que vous pensez, honnêtement, que le 10 janvier, par rapport à cette deadline numéro 4, il l'annule? Et ça, vous avez votre catalyseur. Donc notez-le bien, en fait, dans votre agenda, puisque si la deadline numéro 4, et ça c'est plutôt intéressant, c'est un peu les échecs, si vous voulez, si ARK 21 est annulé, et refusé, en fait, littéralement, il n'y a pas beaucoup de raisons pour que les autres le soient. Validé. S'il n'est pas validé, il y a très peu de raisons que les autres le soient, puisqu'on arrive sur la dernière deadline par rapport à ce pure player qui était arrivé en premier, si vous voulez. Puisqu'en fait, ils ont copié-collé leur dossier. C'est quasiment la même chose. Ils bossent tout avec Coinbase, ils ont les reins solides, etc., etc., etc. Donc il pourrait, en fait, sembler peut-être de bon augure d'imaginer que l'intégralité des ETF Bitcoin soit validée mi-janvier. Voilà. Je vous le dis en toute franchise. Ça peut être complètement possible de tous les valider à janvier et ne pas attendre en fait mars. Au moins, vous avez à peu près mon raisonnement.
Parce que d'un côté, s'il ne le valide pas le 10 janvier, pourquoi il validerait les autres? Parce que ça veut dire qu'il faut remettre un dossier, il faut remettre un truc, etc. Et s'il valide pas, voilà, et s'il valide le 10 janvier, je pense qu'il va tous les valider d'un seul coup. Puisque sinon, ça va faire probablement des conflits. Alors, je le dis de façon très perceptible, très prédictif. C'est que ma représentation personnelle, mais partir du principe que si je ne suis pas trop à côté de la plaque, on devrait pouvoir le pricer. Et le marché devrait le pricer. En somme, à la mi-janvier, on devrait se retrouver sous résistance. C'est ça que je suis en train de vous dire. Or, si vous prenez la cyclicité un petit peu des marchés financiers, généralement on pose des bottoms en hiver et on fait de magnifiques rallyes au printemps. Donc on peut très bien poser les bottoms, je vous le dis en toute franchise, au mois de décembre. Donc dans les 2 prochains mois, on va chercher de la liquidité basse. D'ailleurs, je pense que pas mal d'élotistes sont dans cette narrative-là. On va potentiellement aller chercher un petit peu tout le monde. Voilà, on va chercher un petit peu des poches de liquidité. Voilà, incitation à l'achat. Derrière, on va repartir tout le monde chercher courant du mois de décembre ici. Et puis après, on va repricer tout le monde au niveau des ETF Bitcoin pour mi-janvier. Et on fait des magnifiques rallyes parce que, entre guillemets, on aura vécu le mois de décembre et le mois de janvier et on repart sur de nouvelles perspectives de croissance pour l'année 2024, en espérant bien évidemment que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que le chômage ne soit pas explosé et que l'inflation ne repart pas à la hausse et que tout ça, vous comprenez bien ici la réflexion. Donc je trouve ça plutôt pertinent. À cet instant, et à relativement court terme, je pense que c'est clairement de l'achat, c'est de l'incitation à l'achat. Personnellement, je prendrais mes profits s'il se présente, mais je n'achèterai pas en fait des breakouts haussiers là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait on ne peut pas latéraliser, encore une fois, sur un haut de range pendant plusieurs semaines, dans l'attente finalement de cette échéance. Ok, il faut vraiment le comprendre comme ça. J'espère que vous m'avez bien compris. On le reprendra, on a le temps de le reprendre dans les prochaines vidéos. Mais voilà, j'espère que vous avez compris mon raisonnement de si on doit en fait valider les ETF Bitcoin Spot, puisque c'est... Alors même si on peut penser tout ce qu'on veut sur ça va pas faire grand chose, ou tout le monde s'en fout, ou la news sera vendue, ou la news sera achetée, ou la... Peu importe. En fait, tout le monde le regarde ce truc-là. Donc si vous le regardez pas, c'est que vous n'allez pas du bon côté, quoi. Il faut vraiment regarder ce qu'un maximum de personnes regardent au même moment. Pourquoi? Parce que vous faites des actions d'impulsion et des breakouts parce que tout le monde, entre guillemets, voit la même chose au même moment. C'est ça un petit peu le narratif, si vous voulez. Et vous allez voir qu'au 15 janvier ou un truc comme ça, tous les élotistes seront OK, tous les Ishimoku Kinkoyo seront OK, Wyckoff sera OK, tout le monde sera OK, puisqu'on aura fait notre sauce spring, on serait parti chercher toute la liquidité, on se retrouve dans le haut du range, c'est juste formidable en attendant des breakouts. Et à ce moment-là, puisque ça faisait 3 fois, 4 fois qu'on a rebondi sur la résistance, peut-être que pensera que ça ne sera pas validé, finalement on ira faire un décalage de prix à la hausse et on sera tous très contents de l'observer. Partez du principe que dans 6 mois c'est l'halving tout de même, donc gardez-le et gardons-le dans le coin de la tête. Ça aussi c'est super intéressant, Bitcoin, un bloc invalidé miné sur le réseau. Donc c'est j'avais dit Riot, non c'est Marathon Digital, une des plus grosses sociétés de mining, BlackRock d'ailleurs y est confortablement investi, a validé un bloc, 809 478, en raison d'une erreur d'ordre dans les transactions qui a été relevée par plusieurs développeurs et de personnes qui sont très actifs, notamment X. Sur X, c'était qui l'a validé ça? Un développeur réseau là, 0xb, machin, un développeur respecté a été le premier à signaler l'erreur, etc. Donc ça a été un drama très éphémère. Le cours n'a clairement pas réagi, alors qu'il y a quand même un bloc qui a été miné, donc qui est sorti et qui a exprimé des rewards, alors que il était invalide. Techniquement, il n'avait pas été validé par le consensus, entre guillemets, par rapport à une erreur au niveau transactionnel. C'est pas très très grave. Mais la question en fait qu'il faut se poser, c'est quelque chose qui est profondément infaillible, infalsifiable et inviolable. Un incident comme tel, qui ne représente qu'un petit bloc, finalement, parmi des centaines de milliers d'autres, en fait, ça a été résolu et ça a été corrigé dans les heures qui ont suivi. C'est ça qui est super intéressant. C'est que, je vous dis une bêtise, par rapport à un système ultra centralisé, on peut prendre nos banques universelles, par exemple, ou nos banques systémiques. Pensez-vous bien que si Jérôme Kerviel, si vous voulez, alors on va arrêter de parler de lui parce que c'est vrai qu'il a bon dos, j'ai envie de vous dire, mais ces grands traders, ou tous les Madoff, ou tous les machins comme ça, ils sont en fait, demain on leur demande d'être complètement décentralisés et on valide finalement leur transactions et leur transfert de valeur, enfin leur transfert d'action, peu importe. À partir du principe qu'on va le voir immédiatement. Donc la technologie blockchain ne permet pas en fait de résoudre des problèmes centralisés. Il permet tout simplement de les prévenir et de les éviter. Puisqu'en fait, ça ne peut pas arriver. Et si ça venait à arriver, tout le monde le voit d'un seul coup et c'est possible d'être corrigé.
J'espère que vous avez compris ce petit raisonnement. En fait, on peut plus se cacher, si vous voulez, avec ces technologies-là. Alors certains diront, oui, mais c'est à défaut de nos libertés, etc. Oui, aujourd'hui, il est encore possible de faire mal, hein, et de monter des arnaques, de monter des Ponzi, etc. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de nos cryptoactifs sont actuellement plutôt considérés comme des scams. En tout cas, ils seront, finalement, ils tomberont probablement inévitablement à zéro. Pas par rapport à leur conception même, mais probablement par rapport à leur manque d'utilisation et leur manque comment on dit ça, d'aspect opérationnel. Ok, donc je pense que c'était assez important de le revoir, mais si vous ne l'avez pas vu passer, ça pourrait en fait passer comme quelque chose de dramatique au sein du narratif, mais finalement c'est passé complètement inaperçu. Ça aussi j'aime beaucoup parce que ça m'a fait penser à quelque chose, je l'ai vu passer dans mon feed d'actualité. Tout le monde connaît le bouchon lyonnais. La table le bouchon lyonnais, le comptoir Brunet, etc. De père en fils depuis 1800, je sais plus trop quoi. Tout le monde connaît ce truc-là. Et il a décidé de proposer le paiement en Bitcoin. C'est juste formidable. Il a même mis sur des petits... Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est probablement vrai d'avoir mis en fait et d'avoir changé leur store avec Bitcoin dessus. Finalement, si vous reprenez un tout petit peu l'histoire, parce que je l'ai lu, mais on va pas le lire ensemble, hein, c'est que le décès du papa, c'est le dernier fils qui a récupéré le bébé, et puis derrière, en fait, lui, c'est un informaticien passionné des technologies, des nouvelles technologies. Je pense qu'il kiffe Bitcoin, il a décidé de le mettre en place. Moi, ce qui me fait penser, en fait, quand je vois ça, et quand je pense ça, je me dis qu'en fait, il y aura de toute manière de plus en plus de jeunes générations qui vont, en fait, adopter. Hein, c'est pas papy-mamie qu'on demande d'adopter le Bitcoin. En fait, on s'en fiche un petit peu de papy-mamie. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce sont les jeunes générations, à commencer par les générations XY et potentiellement les millennials derrière, c'est d'aller, en fait, capturer cette technologie pour pouvoir, en fait, y apporter de la valeur. Dans des cas d'utilité, bien évidemment, mais vous avez compris un petit peu la polarité de ça. Ce qui nous intéresse, c'est pas les grands, c'est plutôt les jeunes, si vous voulez. Et vous avez en fait quelque chose qui est très intéressant, parce que probablement qu'on n'est pas prêt à vivre ce raz-de-marée de plusieurs milliers de milliards d'euros et de dollars à travers la planète au niveau d'un transfert de richesse en termes de génération des baby-boomers par rapport aux générations X, Y et les millennials derrière. On parle ici de 30 000 milliards de dollars de transfert de valeur. Ce serait potentiellement le plus grand transfert de valeur de l'histoire. Partez du principe qu'elle est là notre adoption de masse. Hein, l'utilisation de Bitcoin à travers Lightning, à travers tout ça, en fait, elle est là-dedans. Donc, quand on parle en fait de valorisation, d'intérêt, d'utilisation, etc. de notre technologie actuellement, c'est pas en fait ce qu'on joue, c'est pas qui sont là aujourd'hui. Ce qu'on joue, c'est qui serait potentiellement là demain. Et en fait, il y a tout qui est démultiplié demain. C'est ça, en fait, qui me permet aujourd'hui de me dire que on n'est probablement pas assez optimiste, si vous voulez. Donc ça va se faire sur les 10 ou les 20 prochaines années. Ça tombe bien, nous, on est là au moins pendant 10 ans, et on aura probablement déjà capturé un sacré partie de cette richesse qui sera très probablement investie dans les crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis et en Europe, on sait quelque chose de très important suivant différentes études. Parce que c'est cool d'avoir un wallet, parce que c'est cool d'aller sur Coinbase, parce que c'est cool et les jeunes aiment bien les trucs qui sont cool. Bon, on s'est rendu compte que la plupart des gens et des jeunes générations avaient plus de crypto que d'actions. On le sait, ça. C'est plus facile d'avoir un NFT, c'est plus facile, enfin c'est très intuitif d'avoir des cryptos, c'est très facile à se connecter, vous faites un paiement CB. Si vous voulez aller chez Degiro ou Interactive Broker, déjà vous avez 27 questionnaires à répondre si vous voulez débloquer de petits trucs. Là franchement, avec un numéro de téléphone, mettez Google Authentificateur avec une double sécurité, et vous avez une CB ou un virement SEPA, vous achetez 1000 balles de crypto-monnaie en un claquement de doigts. C'est pas si évident que ça, si vous commencez à passer vers des gros bookmakers, si vous voulez. Donc, on sait que c'est plus facile. On sait que Robinhood aide, etc. Et on sait pertinemment qu'il y a beaucoup, finalement, de jeunes générations qui détiennent en très grand nombre, en fait, des crypto-monnaies par rapport à des actions. Si vous prenez par rapport à tout ça vis-à-vis de la connaissance financière, par rapport à la connaissance des marchés financiers, par rapport à la connaissance de la finance traditionnelle ou de la finance tout court, si vous voulez, on se rend compte qu'en fait, il y a à peu près 15% des personnes âgées de 10 à 35 ans qui ont potentiellement une connaissance dans les marchés financiers, une connaissance de la finance et dans la gestion financière. Donc, partez du principe que ce grand transfert de richesse,
sous-doué à un manque de connaissances financières, va très probablement faire des bêtises à beaucoup de nouveaux venus sur ces marchés. Voilà ce que les institutionnels attendent. Voilà ce que les BlackRock et les JP Morgan attendent. C'est manque de connaissances avec beaucoup de flux. Bah tout simplement, on achète nos tokens bien plus cher qu'il ne le vaut réellement, tout simplement. Ou bien plus cher que nous les avons achetés, c'est peut-être plus le terme que j'aurais dû employer. Mais comprenez-le comme ça, la culture financière, la compréhension financière, ça correspond, si vous faites le tour de 10 personnes autour de vous, âgées de 18 à 40 ans, ça doit correspondre à une personne et demie, peut-être 2 personnes sur 10. C'est ça en fait notre culture financière. Et alors quand je dis même notre culture financière, c'est presque une culture financière personnelle, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai remis toujours dans cette optique finalement d'optimisme, j'ai envie de vous dire. Et en parlant d'optimiste et de choses comme ça, bah faites gaffe parce que y a beaucoup d'unlock au mois d'octobre. Donc je crois que c'est José aussi qui nous l'avait partagé. Sui, on se prend 4% du supply. AMX, on se prend 1%. APT, on se prend quasiment 2%. APE, on se prend 4%. AXS, on se reprend 11% du supply. Ça, c'est le mois d'octobre et optimismique. Bon, là, on prend 3% du supply. Bah ouais, s'il n'y a pas d'intérêt, ça devrait avoir en fait une continuité au niveau d'une pression vendeuse. On avait marqué pas mal de choses au niveau des DYDX, on avait marqué pas mal de choses au niveau de tout ça. Si vous voyez du SUI en fait pumper là maintenant, et bah finalement c'est probablement considéré comme de l'appel à l'achat, de l'incitation à l'achat pour exciter un petit peu les algos, mais derrière probablement qu'il y a une partie du supply qui va être libérée, qui sera probablement vendue, tout simplement. Donc faites attention par rapport à ça. Essayez, même si vous avez, j'imagine que vous avez peut-être beaucoup de cryptoactifs, essayez de mettre des alertes sur votre TradingView ou des alertes sur votre agenda pour voir en fait quand ça arrive ce type de choses. Alors c'est pas ça peut dans la plupart du temps tout simplement ne rien faire. Par exemple, nous on regarde DYDX pour, je crois que c'est début décembre. On regardera comment ça va être pricé parce que c'est un extrêmement gros volume et on le fera comme un cas d'école et on se le partagera tous ensemble. Mais il faut quand même le prendre en considération que on ne vend pas dans la perte parce qu'on vient de casser des lots ou parce qu'on retrouve en bas du range. C'est qu'à un moment donné, il faut absorber cette pression en fait d'Unlock parce qu'ils ont besoin de payer les salaires, ils ont besoin de payer les développeurs, ils ont besoin d'inciter les gens, ils ont besoin de communiquer ces gens-là, bien évidemment. Je finis juste là ça au niveau de Bitcoin mensuel return, puisque le mois d'octobre est plutôt traditionnellement bullish. Ne regardez pas en fait tout, regardez en fait que les choses qui nous intéressent par rapport à la programmabilité et la cyclicité du marché. Pour moi, je regarde 2015, plus 33%, et moi je regarde 2019, plus 10%. Donc il est possible en fait qu'on se retrouve en fait dans un cas relativement similaire, d'aller chercher un petit peu de liquidité et d'aller se faire bouffer la tronche au mois de novembre-décembre pour aller chercher les bottoms de marché et pourquoi pas dans l'attente de mi-janvier. Et ça peut aller relativement vite au niveau de Bitcoin parce que vous voyez bien qu'on prend 10-20% en l'espace d'une journée, on peut perdre 10-20% en l'espace d'une journée. Donc c'est comme ça que ça marche, donc ne vous faites pas piéger. Et la pire chose à faire, vous la connaissez, c'est d'acheter des hauts de range et de vendre, d'acheter des hauts de range et de vendre des bas de range. Ne le faites pas, faites très attention, prenez des extrêmes, les catalyseurs, on les aura, mais je vous en donne une en 1000. Pour l'instant, on ne fait que les croire, on ne les voit pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo des Héros du Bitcoin.